Bonjour à tous. Merci d'avoir pris votre temps pour participer à ce webinaire. Alors, on va essayer vraiment si tout le monde peut juste vérifier que leur micro est en mute. Si vous n'avez pas la parole, ce serait bien. Donc, on est là pour 1 heure pour parler des leçons qu'on peut tirer des événements climatiques passés pour renforcer la résilience face aux inondations au Sénégal. Donc, avant de laisser la parole à nos panélistes, je vais brièvement vous parler de l'Alliance Zurich pour la résilience face aux inondations. L'Alliance est un partenariat multisectoriel dont l'objectif est de trouver des moyens pratiques d'aider les communautés des pays développés et en développement à renforcer leur résilience face aux risques d'inondation. L'Alliance est composée de partenaires humanitaires, d'ONG, de chercheurs et d'organisations du secteur privé qui travaillent ensemble pour vraiment augmenter les investissements publics et privés pour la lutte et augmenter la résilience aux inondations fondée sur des données aussi probantes. Donc ici, vous voyez un peu une bande des organisations qui sont un peu les partenaires de l'Alliance de Zurich. Et nous avons aussi un portail où vous avez des blogs, des informations en français sur la résilience face aux inondations, ainsi que d'autres documents qui sont disponibles sur le portail. Donc, ce webinaire est organisé en collaboration avec l'équipe polytechnique de Chess et l'Institut for Social and Environmental Transition, ICET. Donc, avant de poursuivre, je suis désolée, je me suis pas présentée. Je suis Fatima Dat, chargée de communication au sein de Practical Action. Donc, je suis un peu l'hôte aujourd'hui de ce webinaire en partenariat aussi avec mes collègues qui vont dérouler leur présentation tout à l'heure. Donc, l'agenda de ce webinaire est composé comme suit. Donc, on aura une brève introduction que je viens de faire. Et par la suite, M. Ababakar Fall, qui est le chef du département de génie civil de l'École polytechnique Thiès, va nous parler des facteurs de risque des inondations au Sénégal. Nous avons Atali Pestolozzi, qui est une chercheuse associée au niveau de ICET International, qui va, elle, nous faire une présentation sur la méthodologie du PERC. Nous allons ensuite parler des leçons tirées des inondations de 2020 au Sénégal sur les systèmes d'alerte précoce, qui sera présenté par M. Alundiaï, responsable thématique climat et résilience à Practical Action. Et enfin, nous allons parler des leçons tirées des inondations de 2020 au Sénégal sur la planification urbaine, qui sera présenté par M. Idrissa Diène, qui est le conseiller en résilience climatique au niveau de Practical Action à Afrique de l'Ouest. Et nous allons finir par une session de questions-réponses. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer la première partie et M. Ababakar Fall va nous faire une présentation sur les facteurs de risque d'inondation au Sénégal. Monsieur Fall, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Vous avez déjà bien présenté. Donc, je suis professeur Ababakar Fall, chef du département du génie civil à l'École polytechnique de Thiès. J'ai donc de la première partie pour parler d'une thématique d'actualité. Donc, quand on parle d'inondation au Sénégal, on sait qu'actuellement, c'est une thématique d'actualité, puisque nous sommes aux portes de l'hivernage, qui a déjà commencé dans certaines parties du pays, et qui parle aussi d'hivernage, donc forcément, parle aussi de ce risque, en fait, qui peut indisposer nos zones urbaines. C'est aussi donc une thématique d'actualité, puisque récemment, vous avez tous vu le bulletin qui a été produit par Agrimet, donc sur l'hivernage 2023, et donc les caractéristiques en fait que cet hivernage en fait risquerait d'avoir, donc en termes donc de pluviométrie, en termes donc de quantité reçue, mais aussi de recommandations donc au pouvoir public pour pouvoir se préparer donc face à ces éventuels donc phénomènes d'inondation qui pourront donc survenir.
C'est aussi un facteur de vulnérabilité donc, urbaine très, très important, puisque nous savons tous que nos espaces urbains, on le verra par la suite, donc, sont des espaces qui, malheureusement, sont pour la plupart donc, caractérisés donc, par ces facteurs donc, de risque d'inondation, notamment dans les parties périphériques, où là, on peut donc trouver donc, des zones qui sont des zones extrêmement vulnérables donc, à ces risques-là. Donc, la présentation que je vais vous faire en ce début d'après-midi, donc, on va s'articuler sur deux aspects. Donc, d'abord, sur le fait que c'est une thématique qui concerne donc l'ensemble donc, des régions du Sénégal. Hein, donc, il n'y a pas une région qui est donc qui veut dire protégée, en fait, on va dire. Vous pouvez rester sur le diapo, Fatima, je ne suis pas encore fini. Donc, c'est une thématique donc, qui concerne donc l'étendue du territoire national, mais sur laquelle donc, on peut faire une typologie en fait en deux parties. Donc, la première partie, en fait, on a donc des facteurs en fait prédisposants, donc on verra tout à l'heure qui sont en fait organisés autour donc du contexte climatique que nous avons, qui est assez humide, il faut reconnaître, le réseau hydrographique aussi du pays, qui est un réseau donc extrêmement dense et présent partout dans le pays. On a aussi un contexte géologique, géomorphologique aussi très favorable donc donc à être un facteur donc de risque d'inondation important. Ensuite, on a aussi des facteurs aggravants, donc des facteurs aussi qui peuvent en fait aggraver donc ce risque-là. On verra donc notamment le poids donc de la urbanisation, l'artificialisation donc sans précédent donc de nos zones urbaines, avec l'imperméabilisation qui va donc augmenter donc les phénomènes de ruissellement avec tous les dégâts que ça peut amener. Ensuite, on verra aussi la défaillance en fait des dispositifs de protection que nous avons, puisque le Sénégal, c'est un pays quand même qui a beaucoup investi au cours des dernières décennies sur ce phénomène de risque et l'inondation, avec des milliers de milliards donc, qui a été investi, sans pour autant que ce risque donc soit jugué. Donc, c'est un domaine donc extrêmement important pour le pays. Et avant de passer aussi, un troisième facteur qu'on pourrait en fait évoquer, hein, c'est un facteur déclenchant. Donc, c'est donc la pluie et donc les questions de crue, donc des facteurs déclenchants. Mais donc, voilà, je juste nécessaire donc de parler donc de ces deux facteurs-là, donc prédisposants et aggravants. Passez donc au diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, donc le facteur prédisposant, en fait, le plus important, on le voit rapidement, donc c'est de voir en fait que nous sommes dans un espace géographique inscrit dans le Sahel, hein, qui est marqué donc depuis quelques décennies donc par des crises climatiques donc qui sont très très récurrentes. Donc on est passé en fait des années 70 à aujourd'hui en fait à deux phases climatiques majeures, des phases sèches. Donc les sécheresses de 70 et de 80, en fait des années 73 et des années donc 84, qui ont donc eu donc des lots de dégâts extrêmement importants, tant du point de vue économique, mais aussi du point de vue en fait politique, mais aussi on va dire sur même la recomposition en fait de nos espaces urbains, puisque ça a fait un afflux massif donc de populations rurales donc, qui n'ont plus donc de ressources en fait pour venir donc s'installer en ville. On a aussi vu que récemment, donc, notamment au cours de ces dernières décennies-là, il y a un retour de la pluviométrie. Donc, les modélisations que nous avons faites, les travaux en fait, scientifiques très nombreux sur la question donc, montrent que donc, nous sommes en fait en face d'une période assez humide qui aussi va permettre en fait des événements extrêmes donc, qui peuvent être donc des facteurs extrêmement importants donc, quand il s'agit donc de la survenue donc, d'inondations. On a aussi un dernier élément important dans ce contexte climatique, c'est la forte en fait, recrudescence d'événements pluvieux extrêmes. On l'a tous vu en fait chaque année, ces derniers temps. Chaque hivernage, on a en fait des événements pluviométriques extrêmes, donc, comme l'année dernière au début du mois d'août, le 5 et le 6 août, où Dakar, en fait, en une journée, a eu donc 137 mm. Donc, là aussi, c'est des événements, c'est des manifestations du changement climatique aujourd'hui qui sont donc des facteurs extrêmement importants, donc prédisposant en fait donc ce risque aussi climatique, donc avec son impact sur les inondations. Schématiquement aussi sur la courbe, sur les diagrammes que vous avez, on voit en fait des années en fait au début du siècle précédent jusqu'à aujourd'hui, on voit donc ces crises climatiques donc qui jalonnent
donc, on va dire l'histoire climatique de la région sahélienne ouest africaine. Et on voit, par exemple, en partie des années 50, où on a en fait des cumuls, des cumuls extrêmement importants entre les années 50 jusqu'aux années, en fait, début des années 70. Ensuite, à partir des années 70, on voit qu'en fait, pratiquement, c'est des années donc, déficitaires, donc, du point de vue donc, cumul pluviométrique, et donc, voilà, qui montrent que donc, c'est des périodes donc, de crise. Hein. Récemment aussi, à partir de 2010, on voit donc cette remontée, en fait, ou cette survenue, en fait, d'années assez humides qu'on peut voir. Diapo suivant. Toujours aussi dans ces facteurs prédisposants. Donc, on a aussi donc un réseau hydrographique au Sénégal qui est très, très dense. Donc, nous avons en fait, nous sommes dans un pays quand même avec de grands fleuves, le fleuve Sénégal, le fleuve Casamance, le fleuve Gambie, donc, qui ont des fleuves avec une grande hydraulicité, donc autour de 26 milliards de mètres cubes donc, par an, selon donc, les chiffres de la DGPRE. Là aussi, l'histoire aussi, ou la géographie nous montre que la plupart de nos grandes villes sont aussi traversées leur possible en fait impact au niveau donc de lorsqu'il y a donc des crues, lorsque donc il y a aussi donc des événements pluviométriques extrêmes, donc potentiellement donc causer donc des inondations extrêmes. Là aussi, notamment dans ces espaces urbains, on assiste aussi à une diminution drastique donc, de la capacité de rétention des sols par l'artificialisation. On le verra tout à l'heure. Donc, le niveau en fait, de béton dans nos villes est extrêmement préoccupant, donc, qui montre qu'en fait, avant, par exemple, au début des années 70, les chiffres que nous avons montrent que pratiquement 90% donc, du potentiel en fait, précipité partait directement en infiltration et 10% était ruisselé. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, aujourd'hui, pratiquement 90% en fait, dans les espaces urbains, en fait, c'est du ruissellement et donc il y a peu donc, de cumul, donc en fait, peu donc de quantité en fait, qui peut s'infiltrer puisqu'il n'y a plus besoin d'infiltration. Et donc là aussi, c'est un élément extrêmement important dans le renforcement donc, de cette question des inondations. Le point suivant. Il y a aussi donc ce contexte aussi géologique, hydrogéologique très préoccupant, puisque le Sénégal en fait connaît ou en fait est intéressé par des nappes extrêmement importantes qui montrent qu'il y a un potentiel d'eau souterrain extrêmement important au Sénégal. Ce potentiel aussi est renforcé donc par ce contexte pluviométrique en fait très favorable, donc qui peut recharger donc nos aquifères. Et parfois aussi, on a donc du point de vue géomorphologique une topographie qui est assez plane, donc qui permet pas en fait un ruissellement important donc des eaux. Et donc là aussi, ça favorise en fait, si vous voulez, la rétention donc de l'eau dans ces espaces fortement urbanisés, ou parfois aussi dans ces espaces périphériques que les populations en fait occupent et malheureusement, il n'y a pas de conditions sanitaires, il n'y a pas donc de réseau en fait, permettant de pouvoir drainer les eaux. Et donc, malheureusement aussi, c'est les zones où la nappe parfois affleure, notamment dans la banlieue de Dakar ou dans la zone des Niayes, où là, donc, avec le phénomène donc, de pluviométrie extrêmement important, on a donc des zones d'affleurement de la nappe qui peut aussi générer donc, des inondations extrêmement importantes au niveau donc, de ces territoires-là. Donc, ce sont les facteurs donc, prédisposants que nous avons au Sénégal. Ensuite, on a les facteurs en fait, aggravants de ce risque-là. Donc, ces facteurs, en fait, avant tout, c'est l'urbanisation qui est malheureusement en fait, incontrôlée avec tout ce qu'il y a comme politique publique, tout ce que l'État a investi. Il y a toujours en fait, ce côté en fait, de l'urbanisation mal gérée, notamment dans les espaces périphériques. Puisqu'actuellement, le développement démographique du Sénégal est quand même extrêmement important. On a une population qui est très, très jeune, donc qui est très, très vigoureuse du point de vue, en fait, du point de vue donc, développement. Et donc, ça impose, en fait, une demande, en fait, en logement, une demande, donc, en terre, une demande, donc, voilà, pas mal, donc, d'éléments qui permettrait, en fait, de pouvoir donc, vivre en ville. Là aussi, il faut marquer que l'exode rural est toujours là. Hein, toujours, en fait, nos espaces urbains sont alimentés en fait en population par donc cet afflux en fait toujours important de population, qu'elle soit saisonnier ou pas, mais il y a toujours donc cet afflux de population en fait dans les espaces qui quittent donc les espaces ruraux vers les espaces urbains. Ensuite, on voit aussi que dans les espaces urbains, il y a des zones périphériques, parfois où l'habitat n'est pas contrôlé. Les gens, en fait, vous avez un type de lotissement qui n'est pas conforme en fait aux règles d'urbanisme, où là aussi, malheureusement, c'est des espaces qui sont extrêmement vulnérables à ces risques d'inondation. C'est pratiquement toutes les banlieues que vous avez en fait autour de Dakar, qui sont des zones parfois non loties, construites en fait sur des sites non constructibles, des zones non aedificandi.
comme sur l'image que vous voyez en fait dans la vallée de Dakar, qui montre que voilà, il y a toujours donc ce problème en fait extrêmement important, donc où ce qui sont des zones en fait où la nappe affleure et donc cause des dégâts plus que la pluie qui tombe elle-même. Ensuite, on a un problème aussi d'application réelle des politiques qui sont destinées notamment les documents d'objectifs, hein, que ce soit en fait les schémas directeurs, que ce soit les plans d'urbanisme directeur ou les plans en fait d'urbanisme de détail, qui sont en fait des documents d'objectifs quand même à l'échelle communale ou à l'échelle départementale, qui ne sont pas souvent en fait très bien mis en place parce que ça aurait permis quand même de juguler pas mal de problématiques à ce niveau-là. Et on assiste aussi à cette persistance de quartiers spontanés, que ce soit à Dakar ou dans les régions, notamment dans les espaces périphériques. Là aussi, c'est un élément extrêmement important. Et comme on le voit, donc, cette question de l'urbanisation est un élément donc extrêmement important, puisque ça permet en fait d'implanter des activités, que ce soit des activités en fait d'habitation ou des activités en fait autres, dans des espaces qui sont extrêmement vulnérables. Et un autre facteur donc aggravant, toujours dans ces espaces-là, diapo Fatima, s'il vous plaît. Il y a donc ce facteur donc lié aussi en fait à l'absence ou à donc dispositifs d'assainissement, même si ces dispositifs-là sont souvent défaillants, puisque souvent mal dimensionnés par rapport aux normes en fait pluviométriques d'aujourd'hui, ou aussi en fait des ouvrages aussi qui sont victimes du comportement de l'homme, avec des questions d'ensablement, avec des questions aussi donc de dépotoir d'ordures, voilà, donc, qui font que ces ouvrages en fait ne jouent pas le rôle en fait le rôle pour lequel ils ont été mis en place. Donc on a donc un réseau d'assainissement pluvial très embryonnaire aujourd'hui, puisque l'assainissement aussi, c'est un domaine qui coûte excessivement cher. Donc, raison pour laquelle, en début d'expo, je disais que l'État du Sénégal avait beaucoup investi, mais en beaucoup de milliards, mais malheureusement, en infrastructure grise, mais ça coûte très cher et c'est très compliqué, en fait, de pouvoir assainir avec ces ouvrages gris, en fait, tous nos espaces urbains. Donc là, donc c'est vraiment très, très embryonnaire à l'état actuel. Ensuite, le rôle des dispositifs qui existent, c'est souvent, le rôle est très, très limité pour les régions que je viens de citer tout à l'heure. Et malheureusement aussi, on a une difficulté aussi de prise en charge en fait, de la gestion de ces ouvrages-là par les collectivités locales qui sont concernées, qui devaient être en fait les premiers en fait, à mettre la main à la pâte pour pouvoir donc, gérer ces ouvrages-là. Donc voilà en fait donc, en quelques diapos donc, ces facteurs prédisposants, ces facteurs aussi aggravants, donc du risque d'inondation qui est donc un risque d'actualité au Sénégal, notamment donc, en ces débuts d'hivernage. Donc, je laisse la main aux autres collègues en attendant donc, les questions donc, et les interactions avec le public. Merci tout le monde. Merci, merci, M. Fall. Donc, bonjour et merci à toutes et à tous. Merci à M. Fall d'avoir si bien expliqué le contexte des inondations au Sénégal. Moi, je m'appelle Atali Pestalozzi. Je suis chercheuse avec ICET International, un des partenaires de l'Alliance Zurich. Et Fatima a déjà un peu expliqué, mais comme l'Alliance Zurich est un partenariat multisectoriel, chaque partenaire aborde cette question des inondations avec diverses perspectives et approches. Mais on a tous pour but commun de trouver des moyens pratiques pour accompagner les communautés à renforcer leur résilience face aux risques d'inondation. En fait, le slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Donc, une partie de notre approche consiste à étudier les enjeux et comment faire pour renforcer la résilience d'une manière adaptée à chaque contexte. Et pour cela, on mène des études post-événement à l'aide de notre méthodologie PERC. Donc, quand un événement comme des fortes pluies entraîne une catastrophe, comme les inondations à Thiès en 2020, le PERC nous aide à comprendre ce qui s'est passé à travers différents secteurs et à différentes échelles. L'idée, c'est de regarder en arrière et de tirer des leçons de chaque élément du cycle de gestion des risques, entre autres la préparation, la prévention, l'intervention et le rétablissement, pour voir ce qui s'est bien déroulé et les aspects aussi qui mériteraient plus d'attention. Il faut quand même souligner que la méthodologie PERC ne sert pas à juger ou à évaluer comment un événement a été géré. Donc, à travers cette analyse, le PERC identifie à la fois les échecs et les réussites pour formuler des recommandations réalisables. Et ces recommandations sont surtout tirées des échecs, mais il peut aussi s'agir de cas où l'événement n'a pas eu des impacts aussi graves qu'on aurait anticipé. Comme par exemple si le taux de décès a fortement baissé par rapport à des événements précédents, même que les inondations étaient aussi graves. Donc là, on regarderait ce qui a changé
Peut-être un meilleur système d'alerte précoce a été mis en place pour entraîner ce résultat et puis ensuite pouvoir le répliquer. De temps en temps, on trouve peut-être un lien faible pour lequel il existe des solutions relativement faciles à mettre en œuvre pour éviter des futurs problèmes. Donc, les PERC visent à raconter l'histoire de ce qui s'est passé, surtout du point de vue de ceux qui ont vécu l'événement et ceux qui gèrent les inondations. Et c'est justement cette approche qualitative qui nous permet de reconstruire l'événement depuis plusieurs perspectives. Donc, c'est une approche très flexible. Et ça mène à des livrables adaptés au contexte et au public cible. Donc, pour l'Alliance, on parle surtout des inondations de toutes sortes, mais on a aussi mené des PERC sur des incendies forestiers. Et on pourrait appliquer la même méthodologie pour examiner des canicules ou d'autres événements qui se déclenchent rapidement. Au Sénégal, on a mené l'étude dans un contexte spécifique, justement au niveau de Thiès, mais on peut aussi l'utiliser au niveau d'un événement entier. Par exemple, un cyclone qui a impacté plusieurs pays. Et c'est justement ce qu'on a fait pour le cyclone Idai. Et dans ce cas particulier, l'événement a impacté plusieurs régions et le PERC nous a aidé à déterminer pourquoi une région particulière a été plus gravement touchée que d'autres. Alors, en gros, un PERC sert à mieux comprendre comment un événement a impacté les populations d'un point de vue systémique. Et notre objectif, c'est d'amplifier les réussites et d'identifier les possibilités d'amélioration pour des événements similaires qui pourraient se reproduire à l'avenir. Le slide suivant, merci. Alors, on a développé la méthodologie PERC en collaboration avec l'assurance Zurich en 2013 parce qu'il nous fallait une méthode structurée pour examiner pourquoi un événement devient une catastrophe. Et depuis, le PERC a évolué et joue un rôle de plus en plus important dans le programme de l'Alliance. En tout, nous avons complété 20 PERC dans toutes sortes de contextes à travers le monde. Et on a aussi adapté la méthodologie en format light pour mener des études plutôt allégées et rapides. Et ce sont des études pour les contextes spécifiques où il existe déjà une compréhension de base, ou si d'autres analyses complémentaires ont déjà été faites, ou tout simplement s'il faut des informations ou des données rapidement. Alors, les programmes de l'Alliance utilisent la méthodologie de plus en plus comme outil d'apprentissage et de mise en place de leurs projets. Parfois, c'est en parallèle avec d'autres outils pour évaluer la résilience. Et le procès a aussi permis à plusieurs équipes d'établir des relations importantes et de collaborer avec des acteurs clés dans divers secteurs. Le slide suivant, s'il vous plaît. Les PERC visent à fournir une vue d'ensemble des raisons pour lesquelles l'événement s'est manifesté tel quel et les manières dont la résilience peut être renforcée. Et pour arriver à cette perspective systémique et aussi impartiale que possible, on commence tout d'abord par une revue documentaire pour bien comprendre le contexte actuel et historique. Donc, on regarde les structures de gestion des risques, les systèmes de planification, de communication et d'intervention, les acteurs et les institutions qui jouent un rôle dans ce cycle de gestion des risques. Et on cherche aussi les lacunes d'information autant que les informations qui sont disponibles. Tout ça, ça nous aide à formuler nos questions pour la deuxième étape, notamment les entretiens. Et là aussi, les entretiens sont semi-structurés justement pour laisser l'interviewé raconter son histoire et ce qui lui est important. Donc, ces entretiens peuvent être organisés avec des représentants du gouvernement à plusieurs niveaux. Ça pourrait être des experts et des chercheurs, des ONG qui travaillent dans le domaine et des représentants communautaires comme les entreprises, les ménages ou des individus qui ont été impactés. Ces entretiens nous aident à mieux comprendre les liens entre les acteurs, les institutions et les systèmes et de regarder par notre analyse comment l'inondation est devenue une catastrophe et bien sûr comment éviter sa récurrence. Donc, l'analyse sert surtout à identifier des opportunités et de partager les évidences pour réduire les risques avant l'événement plutôt que d'intervenir à la suite d'une inondation ou d'une autre catastrophe. Et on vise aussi à souligner les possibilités de renforcer la résilience pendant le processus de relèvement et non pas d'amplifier les vulnérabilités en reconstruisant de la même manière.
Ensuite, on formule des recommandations en collaboration avec les acteurs clés et basées sur leur feedback. Donc, c'est un processus assez collaboratif. Slide suivant, s'il vous plaît, merci. Alors, j'ai déjà un peu touché sur les avantages d'un PERC, mais juste pour conclure, je vais souligner les plus importants avant de passer la parole à Alioune. Alors, vu que les PERC ne sont pas spécifiques à un secteur, ça donne bien sûr une perspective systémique et à plusieurs dimensions. C'est un des aspects le plus important parce que ça aide vraiment à raconter une histoire complète depuis plusieurs angles et à travers tous les niveaux de gouvernance. Et le PERC permet aux communautés et aux experts de raconter leurs histoires ou leurs perspectives de l'événement, ce qui mène souvent aux problèmes les plus pertinents pour eux et qui sont peut-être le début d'une solution. Donc, ce ne sont peut-être pas des informations ou des idées qui sont partagées dans les actualités ou les analyses de haut niveau, mais elles peuvent tout de même être très importantes pour la réduction des risques. Et à travers l'analyse qui souligne ces réussites ainsi que les lacunes, on peut partager des recommandations pour remédier aux problèmes, renforcer les points positifs et donc améliorer la gestion de la réduction des risques et mieux planifier le rétablissement. Et ça sert aussi comme exercice de renforcement des capacités parce que ça encourage les parties prenantes à réfléchir hors de leur silo, de voir les défis sous d'autres angles et au sein d'un système plus large dans lequel ils cherchent à réaliser des changements. Et dernièrement, ça peut jouer un rôle pour influencer le financement et les dialogues autour du rétablissement. Donc voilà, c'est tout de mon côté. Merci. Merci, Athalie. Voilà, merci beaucoup, Athalie. Merci aussi, Fatima. Donc, je vais prendre un petit peu la suite donc, pour vous parler des études de cas. Donc, je me présente Alioune Ndiaye, responsable thématique sur la résilience climatique au niveau de Practical Action West Africa. La prochaine slide, Fatima. Voilà, merci beaucoup. Donc, en fait, comme le décrivait donc Athalie, on a utilisé donc l'étude post-inondation ou donc l'étude PERC dans le cadre un petit peu des inondations qui se sont déroulées au Sénégal en 2020. Et nous avons notamment mené donc cette étude dans le contexte spécifique donc au niveau de Thiès, même si à travers nos différentes interactions et différentes parties prenantes que l'on a eu donc à interroger, on est vraiment allé au-delà pour aussi donc parler du Sénégal dans un cadre un peu plus global. Donc, pour un petit peu vous situer encore donc, le contexte donc, de ces inondations donc, de 2020, qui, notamment l'objet de 2 jours, ont fait, les différentes villes donc, du pays ont fait face donc, à de très fortes pluies, donc Thiès, avec 127 mm de pluie qui ont été enregistrés donc, à 24 heures. Cela, un petit peu, c'est additionné à un contexte déjà au niveau de Thiès, comme le précisait le professeur Fall donc, au début, caractérisé par une forte urbanisation rapide avec des problèmes donc, en termes d'occupation donc, des sols, mais aussi donc, plus globalement dans la zone donc, en Afrique de l'Ouest, des événements climatiques donc, de plus en plus extrêmes et fréquents. Et on a pu un petit peu donc, le voir à travers certaines prévisions qui ont été données notamment par Agrimet pour cette année. La suite, Fatima. À côté un petit peu de ce contexte avec les inondations de 2020, l'étude PERC que l'on a menée se déroulait aussi donc dans un contexte où, au niveau du Sénégal, notamment sur les aspects un petit peu en termes de mesures donc politiques, on était à une phase où le plan décennal de lutte contre les inondations donc tirait un petit peu donc vers sa fin, même si actuellement il y a donc un travail en cours donc qui est mené pour l'élaboration de la stratégie nationale de réduction donc, des risques, avec notamment le soutien donc, du PNUD. Si on regarde un petit peu le volet sur l'aspect donc, financement, de manière générale, et c'est un aspect aussi qui ressort aussi dans le cadre des arguments avancés par l'Alliance,
il y a aussi donc ce financement qui est davantage dédié à des mesures à la suite donc de dommages, à la suite d'ambitions en termes de rétablissement ou de recovery, davantage que des mesures axées sur la réaction ou la préparation face donc à des événements climatiques extrêmes comme les inondations. Au niveau donc du volet un petit peu des pratiques, on note donc globalement des initiatives que, comme je l'indiquais, davantage centrées donc sur des aspects liés à la réaction plutôt que la prévention et la préparation. Des projets aussi donc de gestion des risques d'inondation, principalement axés donc sur tout ce qui est infrastructure grise, en négligeant un petit peu donc certains aspects liés peut-être au renforcement de capacités, par exemple pour les communautés, pour assurer un petit peu la durabilité aussi donc de ces infrastructures. Je voudrais aussi souligner qu'en termes de contexte, nous menions aussi en parallèle un projet donc sur la résilience communautaire face aux inondations qui est donc toujours en cours au niveau de la commune de Thiès-Nord. Et dans le cadre de ce projet, notamment, on a eu à mener une évaluation de la résilience communautaire en s'appuyant sur différents indicateurs. Par exemple, quand j'évoque un peu ces aspects liés aux pratiques, on a eu donc à mener donc un certain nombre d'enquêtes, de focus group discussions avec donc les ménages ainsi que des entretiens avec des personnes ressources pour nous permettre un petit peu d'avoir une idée en termes un petit peu de contexte social, de participation des populations sur des initiatives en matière de réduction donc des inondations. Tout cela nous a donc permis d'avoir une meilleure connaissance un petit peu du contexte donc au niveau de Thiès, et c'est aussi additionné à l'étude donc PERC que l'on a eu à mener. La prochaine diapo. Donc un petit peu comme le soulignait donc Atali, avec cette étude post-inondation, ce que l'on a aussi essayé de faire, c'est vraiment d'avoir une diversité donc d'acteurs que l'on a interrogés. Donc, à travers donc, des chercheurs, des représentants donc, d'agences gouvernementales, les services techniques. Donc, tout cela pour vraiment essayer d'avoir un petit peu une bonne connaissance, le retour sur les inondations donc, de 2020 en termes d'enseignement à retenir et en termes un petit peu de pistes d'amélioration. Et vous voyez notamment au niveau donc, de cette représentation que les thématiques notamment des systèmes d'alerte précoce et de la planification urbaine ressortaient donc pleinement. À mon niveau, donc, je m'intéresse donc spécifiquement au système d'alerte précoce. Après, par la suite, mon collègue Idrissa Diène reviendra de manière plus spécifique sur la planification urbaine. Vas-y, Fatima, le prochain. Merci beaucoup. Donc, en termes un petit peu d'enseignement que l'on a eu à retenir, tu peux retourner sur le slide précédent, désolé. Le slide précédent, voilà. Je suis celui qui suit. Voilà. Donc, en termes d'enseignement en matière de système d'alerte précoce, ce que l'on a eu donc un petit peu à retenir à travers voilà, cette revue bibliographique qu'on a eu à faire, ces entretiens avec donc toutes ces personnes ressources, c'est déjà qu'au niveau donc de ces dispositifs de système d'alerte précoce, nous avons donc bien évidemment notre agence de météorologie, l'ANACIM, qui est véritablement au cœur donc de ces dispositifs. Mais certains éléments aussi qui ressortaient, c'était notamment des déficits aussi en termes un petit peu d'équipement, avec l'ANACIM qui s'appuie énormément sur des stations donc automatiques qui peut-être ne permettent pas d'avoir donc des prévisions donc assez spécifiques et des prévisions aussi qui sont délivrées donc à temps. Et donc ça, c'est vraiment des dispositifs donc à améliorer. Et je pense que par rapport aux discussions que l'on a eues, il ressortait notamment avec le projet sur la gestion intégrée des inondations au Sénégal qui est en cours actuellement, le PIGIS. Il y a une composante qui est notamment dédiée au renforcement un petit peu de l'ANACIM en termes donc de dispositifs. Ce que l'on a aussi noté à travers donc nos différents entretiens, c'est qu'il y a un dispositif donc avec le Comité national de gestion des inondations, coordonné par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations, et comprenant différents acteurs, donc que ce soit l'ANACIM, les sapeurs-pompiers, l'Office national d'assainissement,
Donc, diverses organisations regroupées autour de cette problématique des inondations. Mais quelquefois, ce que l'on a un petit peu tendance donc à noter en matière de fonctionnement, c'est quelquefois aussi un fonctionnement de manière un petit peu isolée et des défauts en termes de coordination, particulièrement au niveau local. Un autre aspect qui est donc particulièrement important dans les aspects liés au système d'alerte précoce, c'est relatif donc à la transmission des messages d'alerte. Il ressortait donc notamment que les messages d'alerte étaient assez peu spécifiques et adaptés aussi donc au contexte. En se référant donc particulièrement aux populations, vous savez, notamment certains messages qui peuvent être délivrés par la voie donc d'un SMS peuvent ne pas être adaptés pour certaines populations. Raison pour laquelle j'évoquais un petit peu des supports donc, qui ne sont pas du tout adaptés donc, à l'audience cible. Et de même, les messages aussi ne sont pas quelquefois accompagnés donc, de mesures ou de conseils à mettre en œuvre, justement pour réduire un petit peu ces risques d'inondation. Prochaine slide. Voilà. D'où un petit peu les recommandations aussi, les pistes donc d'amélioration pour ces aspects liés au système d'alerte précoce, en partant un peu du cadre global sur le fonctionnement donc efficace d'un système d'alerte précoce autour de la connaissance du risque, de la surveillance et l'alerte, la capacité de riposte, la dissémination et la communication. Notamment, il ressort la nécessité de renforcement donc, de capacité des communautés à une meilleure connaissance donc, du risque, une meilleure connaissance donc, de l'information donc, climatique, renforcer donc, ces dispositifs de prévision. J'en parlais un petit peu avec l'exemple donc, de l'ANACIM, pour que ces structures donc, soient mieux dotées pour améliorer un peu ce travail de prévision, mais aussi renforcer les capacités des comités locaux de gestion des inondations. Comme je le disais, donc, il y a ce défaut de coordination aussi donc, que l'on note, avec notamment des comités locaux qui peuvent recevoir donc, peu de moyens, peut-être comparativement à d'autres structures. Le fait aussi, et je pense que c'est un élément très important, d'adapter donc ces messages d'alerte précoce aux communautés donc cibles, particulièrement les communautés donc les plus vulnérables et les plus à risque. Prochaine slide. Et cela me permet un petit peu de faire le lien avec un projet sur lequel donc, nous allons travailler donc, au niveau de Practical Action, parce que nous avons eu donc à développer un proposal dans le cadre d'un projet de renforcement des systèmes d'alerte précoce face aux risques d'inondation au Sénégal et au Niger, avec l'agence de météorologie basée en Grande-Bretagne. Et l'idée, à travers ce projet qui a été développé notamment en collaboration avec Diokalante donc, et Agrimet, l'idée, c'est vraiment un petit peu de voir comment est-ce que l'on peut mettre en place donc, différentes mesures pour vraiment aboutir à des systèmes d'alerte précoce qui sont efficaces et durables à travers un peu une approche de coproduction, c'est-à-dire où on part notamment du fournisseur, donc les agences de météorologie, des organisations donc, intermédiaires comme Diokalante en charge de la dissémination des messages, et une structure aussi donc, comme Practical Action, travaillant donc, directement avec les communautés, avec la mise en œuvre donc, de leur projet. Voilà. Donc, c'est un petit peu un projet donc, qui est donc en perspective et qui va un petit peu servir aussi de projet donc, pilote par rapport un petit peu à certains aspects aussi que l'on a eu à évoquer pour un peu améliorer ces systèmes d'alerte précoce. Donc, je vais laisser donc la parole à mon collègue Idrissa Diène pour développer sur la thématique spécifique de la planification urbaine. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Alun. Donc, moi, c'est Idrissa Diène. Je suis conseiller en résilience climatique pour Practical Action. Donc, voilà, je pense que Alun l'a dit tantôt. Après avoir analysé les données, on s'est rendu compte que la thématique de la planification urbaine sur des systèmes d'alerte précoce ressortait le plus. Et je pense également que c'est bien ressorti dans l'intervention du professeur Fall, en ce sens où systématiquement, les limites
constatés en matière de planification urbaine ressortent à chaque fois comme un facteur de risque important face aux inondations. Donc ici à Thiès. Donc là, je vous présente juste un petit graphique qui montre un peu le lien entre l'évolution de la population, les changements climatiques, les défis que ça pose en termes de planification. C'est-à-dire que vous verrez qu'au début des années 30, à Thiès, on comptait quelque chose comme 30 000 habitants. Là, en 2022, on est à 400 000 avec une très, très forte augmentation du nombre de la population. Et à chaque fois, vous verrez l'évolution, les différents cycles climatiques. Donc, le professeur Fall avait parlé tantôt de la sécheresse des années 70 et le retour des pluies. Et ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvé à avoir des populations, avec l'augmentation de la population, avec beaucoup de personnes qui s'installent au niveau des quartiers, des zones inondables, qui ne sont pas véritablement destinées à l'habitation. Donc là, on a ce vrai défi qui se pose et une planification inexistante à un moment donné, voire défaillante, et qui ne prend pas en compte l'évolution des changements climatiques. Prochaine slide. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement en termes de planification urbaine? Du coup, avec cette étude, on s'est rendu compte qu'il y a un cadre qui existe, un cadre réglementaire, un cadre institutionnel avec des acteurs qui doivent s'engager, qui sont impliqués sur la planification urbaine, également des documents de planification qui sont bien ciblés. Donc, il y a vraiment des outils de planification qui existent. Malheureusement, ils sont pas toujours mis à jour. Donc, dans certaines localités, avec des limites en termes de ressources financières ou de ressources techniques, cette planification, elle n'est pas toujours faite. Et des fois, lorsque c'est fait, le plus gros défi, c'est que ce n'est pas mis en œuvre, ce n'est pas appliqué. Et ce qui fait qu'au final, on se retrouve avec des personnes qui s'installent dans des zones inondables. Maintenant, également, il y a également des limites importantes en termes de coordination des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, mais la coordination fait défaut en ce sens. L'autre point sur lequel on voulait insister, c'était par rapport aux infrastructures grises, les infrastructures qui sont mises en œuvre pour un peu réduire le risque d'inondation. Donc, le professeur Fall également en avait parlé avec cette imperméabilisation qu'on voit de plus en plus. Et c'est exactement le cas à Thiès, avec beaucoup d'eau qui ruisselle, avec une capacité d'infiltration des sols qui se réduit de plus en plus. Et ce qu'il y a avec les infrastructures grises, c'est que d'abord, elles sont très coûteuses. Aussi également en termes de durabilité, il y a certains problèmes qui se posent avec certaines mauvaises pratiques qui sont adoptées par les communautés. Également, ce déficit d'entretien qu'on peut voir tant des fois avec les collectivités locales. C'est vraiment un défi assez important. Même si, il faut le noter, il y a vraiment des efforts considérables en ce sens. Il y a des investissements importants qui ont été faits en termes d'ouvrages d'assainissement pour un peu réduire le risque d'inondation. Maintenant, il faut noter qu'il y a très peu d'infrastructures vertes qui sont testées. C'est-à-dire, c'est vraiment les solutions grises et pas véritablement de solutions fondées sur la nature qui sont testées et appliquées pour réduire un peu le risque d'inondation. Aussi, il y a ce point sur la réinstallation. Donc, dans certains cas, on est obligé de déplacer des communautés
Et à chaque fois, il y a des limites importantes également qu'on constate à ce niveau, avec un refus des communautés de s'installer dans le nouveau site, par exemple. Si on prend le cas de Thiès, dans le quartier de Nguent, par exemple, il y a eu des initiatives comme ça, avec des logements construits pour les personnes qui ont été touchées par les inondations. Donc, des fois, c'est vraiment ce qu'il faut pour vraiment aider les communautés en ce sens. Et l'autre point, c'est vraiment lié à la problématique de la gestion des déchets. Donc, elle est très, très liée aux inondations, surtout en milieu urbain. Les canalisations sont tout le temps bloquées par les déchets. Il y a de mauvaises pratiques qui sont adoptées. Et également, en termes de nettoyage des caniveaux, des fois également, il y a des retards qui sont constatés. Et si on a des plus précoces, l'incidence va être assez importante. Prochaine slide, Fatima. Voilà, on va essayer d'aller plus vite. Aussi, en termes de recommandations, globalement, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'œuvrer pour une mise en œuvre effective des politiques urbaines avec la mise en place de cadres soutenant un peu leur mise en œuvre avec des mécanismes financiers qui permettent cela, mais aussi une plus grande implication des communautés tant dans la conception que dans la mise en œuvre, que les communautés puissent participer à la réflexion sur leur ville à eux et comment est-ce qu'ils voient les choses. L'autre aspect, c'est la gestion des déchets toujours. Donc, plus de sensibilisation envers les communautés pour véritablement avoir un changement de comportement important. Et aussi, par rapport à la gestion des déchets et aux inondations, il y a ce défi qui est lié à la collecte. C'est-à-dire que dans certaines zones inondables, les quartiers ne sont pas lotis, il y a très peu d'espace et les camions de ramassage ne peuvent pas circuler. Donc là, les travailleurs informels, comme les charretiers, constituent des acteurs extrêmement importants qu'il faut intégrer au système. Donc, il faudrait les prendre en compte. Et c'est eux qui permettent véritablement ce ramassage pendant la saison des pluies. Donc, une meilleure intégration en ce sens. Explorer également l'utilisation des infrastructures vertes telles que les solutions fondées sur la nature pour un peu réduire le risque d'inondation. Et enfin, sur des aspects liés à la réinstallation. Donc là, à ce niveau, l'idée, c'est vraiment de mettre le focus sur une meilleure prise en compte des besoins sociaux des communautés à travers une prise en compte de leurs moyens de subsistance, une meilleure prise en compte également du capital social qui évolue lorsqu'on est face à une réinstallation. Donc, je pense qu'on pourra revenir sur ça durant la séance de questions-réponses. Fatima. Voilà, donc comme Alun l'a montré, les recherches faites sur différents secteurs permettent aussi d'orienter, permettent aussi de trouver des solutions opérationnelles et de mettre en œuvre de nouveaux projets. Donc là, on vient tout juste de lancer un projet sur l'amélioration de la santé humaine et des moyens de subsistance par la réduction de la combustion à l'air libre des déchets. Donc là, c'est un projet centré sur la gestion des déchets. Je pense qu'on pourra revenir sur ça si nécessaire. Mais vraiment, retenez que c'est un projet adoptant une approche systémique, travaillant avec une approche centrée sur l'humain véritablement et les travailleurs informels pour réduire l'incinération à l'air libre des déchets, réduire les mauvaises pratiques et en même temps aider les travailleurs à générer de la richesse à travers une meilleure valorisation des déchets. Donc, dans ce projet, on travaille avec la SONAGED et l'École polytechnique de Thiès. Prochaine slide. Voilà, et qu'est-ce que l'outil nous a permis en tant que tel?
Donc déjà, comme Alun l'a dit au début, nous, on travaille avec le projet précis de façon très, très spécifique sur la zone de Thiès, à Thiès Nord même, de façon plus spécifique. Et avec le PEC, ça nous a permis vraiment d'élargir les horizons et d'aller au-delà et avoir une meilleure compréhension des défis qui se posent à l'échelle de la ville de Thiès en général. Aussi, cela permet également d'entrer en contact avec des acteurs clés, des acteurs importants, parce que c'est des acteurs qu'il fallait cibler, qu'il fallait engager dans la conversation, et c'est ce qui a été fait. Et aujourd'hui, cette étude a permis à l'équipe de Practical Action de s'engager avec des acteurs comme, d'avoir des liens avec des acteurs comme l'ANACIM, la direction de la prévision et de la gestion des inondations, des organisations comme GRET, l'école polytechnique avec qui on partage aujourd'hui ce panel, et aussi le projet sur la gestion des déchets. Et enfin, je finirai par dire que c'est aussi, ça permet aussi d'avoir des produits de connaissance, parce que on en a au total, pour le moment, on en a 3, 2 policy briefs et un résumé exécutif qui est sur notre portail d'information sur la résilience face aux inondations, que vous pouvez consulter librement. Et ces produits de connaissances permettent de soutenir le travail de plaidoyer qu'on veut faire ici au Sénégal. Parce que, comme on le dit, nous, notre objectif, c'est aider les communautés à être plus résilientes, et à travers de meilleures pratiques sur le terrain, plus de financement et de meilleures politiques. Donc, en gros, c'était ça pour moi. Donc, s'il y a des questions, nous serons heureux d'y répondre. Merci. Merci, merci Idrissa, excuse-moi. Donc, nous arrivons au terme des présentations. Donc, ça, c'est la partie questions-réponses. Donc, si quelqu'un parmi les participants veut poser une question, vous êtes soit libre de l'écrire sur le chat ou d'enlever le mute et de prendre la parole. Alors, je vois une main levée, c'est Ibrahim. Oui. Ok, on va commencer par Ibrahim. Je vais juste enlever le mute des micros. Ibrahim, vous avez la parole. Je pense que vous pouvez parler. Allô, bonsoir. Bonsoir. Et tout d'abord, après, ce sera au tour de Nafissatou et M. Diouf. tout d'abord, je remercie les présentateurs d'avoir nous fait cette présentation très pertinente. J'ai quelques questions. La première est relativement à l'inondation qui a été faite au Sénégal. Est-ce que c'est une inondation urbaine ou bien c'était une inondation liée au réseau hydrographique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si c'est lié au réseau hydrographique, est-ce que j'ai entendu parler des systèmes d'alerte précoce? Et je dirais, en dehors des systèmes d'alerte précoce, il y a eu aussi d'autres mesures préventives qui vont contribuer aussi à limiter cela. Voilà en quelque sorte les deux questions que j'ai à poser. Merci beaucoup, Ibrahim. Alors, qui se porte volontaire pour répondre à la question? D'accord. Alors, Monsieur Ibrahim, juste si vous pouvez enlever le micro et nous dire un peu, vous présenter un peu, vous êtes de quelle structure, de quel pays? Ok, je me présente à Moussa Noma Ibrahim. Je suis un manager du programme avec Merci Corps Niger, basé à Maradi. Merci beaucoup.
Je vais répondre aux questions qui sont posées par Ibrahim. Allez-y. Ibrahim, merci donc pour ces questions. Donc, effectivement, en fait, la plupart des inondations qui ont été présentées ici, en fait, sont des inondations urbaines, en fait, qui ne sont pas forcément causées par des crues de fleuves. Alors, il peut y avoir des cas, en fait, notamment dans la vallée du fleuve ou même à Saint-Louis, où parfois, donc, le fleuve, en fait, peut déborder, donc, causer donc, des inondations. Alors, auquel cas, en fait, on a des solutions, donc, de systèmes d'alerte précoce avec donc, des instruments qui ont été mis donc, partout sur le fleuve par les services donc, de l'OMVS et de la SAID. Donc, voilà, pour essayer donc, de faire un suivi à temps réel donc, des cours du fleuve. Et parfois, on reçoit, en fait, ou les populations concernées, ou même les localités, on reçoit des alertes concernant donc, des dispositifs à mettre en place voilà, pour se parer en fait, à des crises en fait, qui proviendraient donc, de ces crues du fleuve. Mais on peut retenir en fait qu'ici, par exemple, sur les zones urbaines comme Dakar, comme Thiès, en fait, la plupart du temps, c'est lié donc au ruissellement en fait, des eaux de pluie, puisque nous sommes sur des secteurs quand même où le réseau hydrographique n'est pas si présent que ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Fall. Donc, nous passons la parole à Nafissatou Baldé. Allô, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous recevons très bien. Donc, juste vous présenter votre nom, votre structure, s'il vous plaît. D'accord. Nafissatou Baldé, donc je suis actuellement doctorante, mais auparavant, j'étais coordonnatrice un projet qui s'appelait Vivre avec l'eau. C'était également un projet de résilience et de gestion des inondations, mais dans la banlieue de Dakar. Donc, vous avez deux questions et une remarque, si vous m'entendez toujours. Oui. La première, c'était de savoir, est-ce que dans le PERC, il y a quelque chose pour essayer d'évaluer les solutions locales, c'est-à-dire les solutions qui ont été imaginées ex nihilo par les populations? Parce que parfois, ce dont nous nous rendions compte, c'était que face au manque, je veux dire, au gap qu'il y a entre l'autorité et la population au niveau local en termes de solutions ou d'appui. Donc, parfois, ils en venaient eux-mêmes à avoir des solutions qu'ils ont imaginées entre eux, qu'ils ont implémentées dans le quartier, soit pour dévier les eaux ou bien pour en tout cas, dégager les maisons ou les endroits les plus stratégiques tels que les mosquées, etc. Et donc, je me demandais, est-ce que dans cette étude-là, il y aurait, je ne sais pas, un aspect qui prend en compte ça, ce qui fait que, parce que parfois, c'était des choses qui étaient parfois assez ingénieuses et qui auraient été peut-être bonnes à répertorier pour peut-être, à titre d'exemple, dans d'autres zones qui souffrent du même, des inondations également. La deuxième, c'était, est-ce que, peut-être j'ai un peu raté, je ne sais pas, est-ce que je n'ai pas entendu parler de stratégie de sortie, c'est-à-dire quoi? C'est, vous le savez certainement, quand on finit un projet, en tout cas nous, c'est ce qui est arrivé. Donc, on avait bien fait le projet, donc les populations ou les zones impactées avaient été bien sensibilisées, les infrastructures faites, mais on a l'impression d'un éternel recommencement, même au niveau des populations, mais aussi de l'autorité locale, le gouvernement. Quand je vois les présentations qui ont été faites par vous, j'ai l'impression même de me réécouter en train de présenter le projet il y a quelques années. Et finalement, on se demande, est-ce que le gap ne se trouve pas là? C'est-à-dire que on avait parfois des maires bien sensibilisés, dynamiques, qui avaient très bien compris le projet et qui nous ont appuyés, sauf que quand cela part, on a l'impression qu'au niveau de l'autorité locale en elle-même, c'est-à-dire que je suppose que la mairie a des agents qui restent là, quel que soit le maire, mais on dirait qu'on fait presque table rase. Chaque fois qu'il y a un nouveau projet, il y a encore des nouvelles choses qui sont faites sans tenir compte de l'existence passée. Même nous, quand on allait sur le terrain faire des infrastructures, par exemple, on trouvait des anciennes infrastructures abandonnées. Donc, ça veut dire que c'était des millions qui ont été dépensés dans ça et qui finalement n'ont pas eu l'entretien nécessaire ou tout simplement, on ne les a pas tenus en compte. Donc, que ce soit ça, que ce soit au niveau des plans d'alerte précoce, que ce soit au niveau du dialogue, on a l'impression que dès que l'argent du bailleur n'est plus là, même pour financer, par exemple, les comités de gestion locaux des inondations,
dès que le projet s'arrête en termes d'appui externe, à l'interne, c'est-à-dire au niveau local, gouvernemental, on dirait qu'ils croisent les bras en attendant le projet suivant ou le bailleur suivant. Bon, vous me direz votre avis par rapport à ça. Donc, je m'en tiens là pour ne pas être trop longue. Merci beaucoup, Nafissatou. Je vois la main de Arnaud. On va passer à lui après, mais juste avant, si un des panélistes peut apporter une réponse à Nafissatou. Merci. Alors, moi, je peux répondre à la première partie seulement. Mais donc, pour le PERC, on prend en compte les initiatives communautaires. Ça serait vraiment, enfin, c'est toujours très intéressant pour nous. Et si c'était bien pertinent, on utiliserait peut-être comme recommandation pour répliquer ces initiatives. Mais le PERC ne peut pas vraiment évaluer l'efficacité de ces solutions communautaires. Donc, ouais, je pense que c'est une très bonne question et je pense que ce serait vraiment intéressant de voir comment ça pourrait être intégré dans d'autres programmes. Et peut-être que Idrissa ou Alioune pourraient rajouter là-dessus, mais voilà. Merci. Merci. Hop là. Idrissa, après, tu pourras compléter. Non, merci, Atali. Oui, par rapport à la question posée par Nafissatou sur le PERC, oui, comme tu le dis, je pense que à la fois à l'entame donc du PERC, il y a ce travail assez important sur la revue déjà des différents éléments. Par exemple, on s'est beaucoup appuyé donc sur ce travail aussi à la base effectué par la Croix-Rouge sur des aspects donc de rétablissement pour avoir donc ces éléments donc de données et les différentes aussi donc organisations communautaires qui ont eu donc à travailler donc là-dessus. Et aussi même quand je prends l'exemple d'un projet donc dans la banlieue de Dakar mené par le GRET et Urbacen aussi, avec donc un petit peu cette approche communautaire, c'est vraiment des éléments qui ont eu donc à être intégrés. Mais peut-être qu'il y aura moyen d'approfondir un peu plus cela. Pour répondre après sur la deuxième question donc de Nafissatou, et je la remercie donc au passage aussi parce que même dans le cadre de notre projet aussi, nous avons eu à exploiter donc différentes ressources du projet donc, vivre donc avec l'eau, que l'on a trouvé extrêmement intéressant. Et je pense que c'est une question très pertinente et c'est toujours le défi que l'on a, la durabilité donc de nos activités et de nos actions. Et en fait, l'objet de cette présentation, c'était vraiment donc axé sur cette étude post-inondation, sur cette approche et les études de cas. Nous pourrons peut-être revenir prochainement de manière plus spécifique sur notre projet qui est toujours en cours et qui va se terminer donc d'ici juin donc 2024 si tout se passe bien, avec donc une possibilité d'extension que l'on aura donc. Mais c'est sûr que cet aspect de la durabilité est extrêmement important et dans le cadre de notre projet, nous utilisons tout de même une approche véritablement participative, à la fois avec les autorités municipales, mais aussi avec les communautés. Par exemple, je parlais un petit peu de cette phase que l'on avait eue au départ d'évaluation de la résilience communautaire à travers un outil développé donc par l'Alliance. Et en fait, on essaie un petit peu d'évaluer différents indicateurs donc, en termes de résilience qui peuvent porter sur la connaissance du risque des populations, l'existence d'initiatives à l'échelle communautaire sur la réduction donc, des risques d'inondation. Et en fait, après cela, on a eu vraiment ce travail de co-construction à la fois avec les communautés et les autorités municipales pour vraiment venir en complément déjà de certaines initiatives donc, existantes, mais aussi, nous, à notre niveau aussi, renforcer donc cela. On est vraiment sur cette démarche parce que, comme vous le dites, la durabilité est importante et on a toujours l'impression qu'il y a une répétition donc sans arrêt. Et dans notre projet aussi, on a vraiment cette démarche aussi en termes de capitalisation et autres, raison pour laquelle on a eu aussi à interagir beaucoup avec, voilà, je donnais l'exemple du GRET aussi avec leur projet Pindjiri au niveau de la banlieue de Dakar et où on essaie vraiment d'interagir le plus donc avec donc tous ces projets, d'apprendre aussi par rapport aussi vous au projet que vous aviez mis en œuvre. Là. Et on est vraiment dans cette dynamique. Peut-être Idrissa, si tu veux compléter. Oui, merci Alioune. Je pense que comme
Idrissa, tu as coupé ton micro. Ah, désolé, merci. Donc, oui, je pense que comme Atali l'a dit tantôt, avec le PERC, on ne va pas encore jusqu'à ce niveau pour évaluer un peu les différentes mesures prises au niveau local par les communautés directement. Mais quand même, avec ce projet, avec le projet précis qu'on est en train de mettre en place, ça nous avait permis de nous appuyer également sur d'autres données issues de l'outil de mesure de la résilience des communautés face aux inondations. Je vais partager un document sur le chat qui présente un peu l'outil avec les différentes sources de résilience. Et parmi cela, il y avait véritablement des questions qui portaient directement sur les mesures, les stratégies d'adaptation individuelles, collectives, qui sont prises par les communautés. Et on a essayé d'évaluer également sur la base de critères de notation. Ce n'est pas intégré au PERC, mais le fait de conduire en même temps ces deux études en même temps, ça nous permet d'avoir une idée un peu plus, une meilleure compréhension des choses. Voilà. Merci, Idrissa. Alors, je vois la main de Arnaud Savadogo. Arnaud, vous avez la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Ok, moi c'est Arnaud Sawadego, je suis médecin de santé publique, spécialiste en gestion des risques et des catastrophes, responsable risk manager de la région du centre-ouest du Burkina. Il y a une de mes préoccupations qui avait déjà été prise en compte, notamment sur les stratégies à améliorer et adapter par rapport aux initiatives de la communauté. Je pense que c'est une approche à beaucoup développer pour satisfaire la demande et les besoins de communauté. Ça leur permet d'être plus résilients face aux inondations. Mais au cours de la présentation par rapport à la planification urbaine face aux inondations, je voulais savoir, parce que pour le cas du Burkina, que je connais avec l'expérience de l'inondation de 2009 à Ouagadougou, pour la réinstallation des populations, en réalité, chez nous, les populations ne se heurtent pas au refus de réinstallation. Mais par contre, il y a une mauvaise pratique. Il faut dire que l'État avait trouvé un environnement plus adapté pour les loger. Mais on s'est rendu compte que quelques temps après, ces populations ont vendu ces terrains-là et sont redéployées vers des zones périphériques où ils ont créé encore des zones non loties. Je voulais savoir, est-ce que c'est cette pratique qui est aussi faite au Sénégal ou elle est différente? Ma deuxième préoccupation, c'était par rapport à l'incinération à l'air libre des déchets. J'ai écouté le présentateur, mais je n'ai pas perçu les initiatives qui sont actuellement étudiées. Parce que pour le cas encore du Burkina que je connais bien, pour les grandes villes, je prends le cas de Ouaga, où la mairie avait essayé d'installer un centre d'enfouissement au niveau périphérique de la ville. Mais avec justement la démographie galopante et l'exode rural, du coup, ce centre s'est très vite vu dépassé. Je ne sais pas quelles sont les initiatives qui sont en réflexion par rapport à cet aspect qui permet aussi de gérer au-delà des inondations, les autres aspects d'hygiène, d'assainissement, maladies d'aérique et tout ce qui s'ensuit. Merci. Merci, M. Savadogo. Merci pour la question. Donc, déjà pour la première, par rapport à certaines mauvaises pratiques qu'il y a au niveau des communautés, on ne peut pas dire que c'est des choses qui se font pas. Mais par contre, ce qui est ressorti des entretiens qu'on a fait, c'est surtout une communauté qui n'a pas nécessairement envie de quitter son lieu d'habitation, malgré le fait que cette zone soit assez exposée aux inondations. Et je pense que ça s'explique de plusieurs manières. Déjà, l'attachement spécifique que la personne a avec la zone, mais aussi
les moyens de subsistance également qui sont des fois très, très liés à la zone d'habitation. Par exemple, si on prend le cas du nord du Sénégal, où une communauté a subi des pertes assez importantes dues à une érosion côtière, et avec un grand projet de l'État, le CERF, qui construit de nouvelles habitations, etc. Mais dans la pratique, on peut vraiment sentir des frictions du fait que c'est une communauté de pêcheurs qui a envie de vivre à côté de la mer, à côté de là où elle exerce ses activités. Donc, des fois, il y a vraiment ce travail de communication, de sensibilisation, et également intégrer véritablement les communautés dans le processus, aussi bien dans la conception des différents plans de réinstallation que dans leur mise en œuvre, et bien tenir compte des liens sociaux. Donc là, c'était véritablement ça notre message. C'est ça notre message par rapport à cela. Maintenant, pour l'incinération à l'air libre des déchets, donc désolé, je suis allé assez rapidement en me disant que si quelqu'un est intéressé, on pourra aller plus dans les détails. Et à ce niveau, je dirais que l'une des raisons de l'incinération à l'air libre des déchets, c'est des fois pour éliminer, pour réduire le volume de déchets qui arrive au niveau de la décharge. Et nous, avec une approche systémique, on se dit que on va essayer dans un premier temps de réduire le volume de déchets qui arrive avec une première composante du projet qui porte un peu sur des activités de sensibilisation pour la réduction des déchets. Également, faire plus de transformation et de valorisation des déchets. Que toutes les quantités, qu'on n'ait pas chaque jour une grande quantité de déchets qui va directement au niveau des décharges, mais vraiment insister davantage sur la valorisation. Et là, avec l'appui de l'École polytechnique, faire des recherches pour identifier les meilleures options de valorisation, aussi bien pour les déchets plastiques que pour le compost, pour la valorisation énergétique des déchets. Une autre solution qu'on a identifiée et qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, ce sera la mise en place d'un système d'alerte précoce qui va détecter un peu, qui va mesurer la qualité de l'air et à chaque fois lancer des alertes avec des consignes spécifiques pour les décideurs, également pour les travailleurs informels qui sont en permanence au niveau de la décharge, au niveau des décharges, qui sont constamment exposés aux effets négatifs que ça peut avoir sur la santé et sur l'environnement. Donc, globalement, c'est ça par rapport aussi. J'espère que ça répond à vos questions. Merci Idrissa. Alors, je vois la main de Khadim Diop. Monsieur Diop, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui. Voilà. Donc, d'abord, vous remercie de nous avoir invités à ce webinaire. Moi, c'est Khadim Diop, je suis de l'ONG GRET, et particulièrement chef du projet Pingiri, dont on lui a fait allusion. Pingiri, ça signifie Pékin irrégulièrement Guédiawaye, et Giri, gestion intégrée des risques d'inondation. Il y a un projet qui se déroule dans la banlieue de Dakar pour essayer de tester des solutions innovantes en matière de gestion des inondations. Moi, j'avais juste une question. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien compris ou bien voilà, je peux poser. Donc, c'est par rapport à la réalisation des projets. C'est très bien de sensibiliser, c'est très bien de faire des systèmes d'alerte très précoces, mais est-ce que dans l'avenir, dans une deuxième phase ou une phase ultérieure, est-ce qu'il est prévu de penser à faire des ouvrages comme l'ont fait
que je salue au passage, madame qui a parlé du projet Vivre avec l'eau, qui a très bien servi dans la banlieue. Et nous qui y sommes encore, ont vraiment vu l'importance des ouvrages réalisés. Est-ce qu'à ces populations que vous sensibilisez, que vous appuyez sur d'autres domaines, pensez un jour à appuyer dans le domaine secondaire ou tertiaire pour mettre en place des ouvrages qui pourront aider ces populations, ces communautés qui, quand elles se lèvent le matin, et la première chose voilà, qu'ils ont en tête, c'est comment enjamber la flaque d'eau qui est devant la maison, avant d'aller prendre le transport qui est à leur occupation. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup encore une fois. Voilà. Merci à vous, Monsieur Diop. Je laisse la parole à un des panélistes pour apporter une réponse à... Oui, merci beaucoup Fatima et merci donc à Khadim aussi. Je dirais que oui, c'est une excellente question et en fait, cela s'inscrit aussi dans notre programme aussi d'intervention parce que déjà, rien que cette année, donc, il y a des ouvrages donc, qui sont prévus de manière donc parallèle. C'est-à-dire, quand on faisait encore cette présentation, comme je le disais, ce n'était pas spécifiquement à nos interventions ou nos activités dans le cadre du projet de résilience communautaire à Thiès-Nord, quoi. Alors là, c'était vraiment une présentation qui était axée un peu sur les aspects donc études que nous menions en parallèle, parce qu'aussi au niveau de ce projet aussi, nous avons vraiment une approche aussi en termes un peu de plaidoyer, de production de connaissances. Il y a une partie qui est un peu plus donc recherche. On a eu un peu à mettre en exergue les résultats issus donc de l'étude post-inondation, après donc ces inondations de 2020, où avec la discussion avec les différentes parties prenantes et personnes cibles, les thèmes qui ressortaient donc davantage donc à notre niveau, c'était un peu ces aspects sur le système d'alerte précoce et sur la planification urbaine. Mais de manière spécifique à notre projet, comme je l'ai indiqué, nous avons eu donc à élaborer un plan d'intervention avec des activités assez précises, quoi. Donc, et au niveau de ces activités, il y a donc bien évidemment des activités liées à la mise en œuvre des systèmes d'alerte précoce à l'échelle communautaire, mais aussi d'autres activités qui sont un peu plus concrètes, on va dire, avec donc des ouvrages, des réalisations qui sont donc justement prévues, un peu dans la même lignée que ce que vous avez eu à faire aussi avec le GRET au niveau du Pindjiri, et qui se révèle donc un très grand succès, et raison pour laquelle aussi on essaie aussi donc beaucoup d'apprendre, comme je le disais, donc de certains projets donc précédents, comme Vivre avec l'eau, ainsi que le projet Pindjiri aussi. Merci. En espérant avoir répondu à ta question, Khadim. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alioune. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Oui, Fatima, il y a M. Diouf qui avait posé la question, mais je pense qu'il est revenu. Hein. Est-ce qu'il peut poser la question toujours? D'accord. Monsieur Diouf? Je ne le vois pas en ligne. Ah, si. 2 secondes. Monsieur Diouf, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, bonjour Fatima, bonjour aux différents panélistes. Merci pour cette en tout cas belle présentation que vous nous avez gratifié ce matin. Je pense que c'est un sujet aussi important qu'il faudrait justement des intellectuels, des spécialistes, des experts comme vous puissent en tout cas nous partager vos expériences et l'idée que vous avez par rapport à ça. Moi, en tant que, ça me donnerait l'occasion de me présenter, je suis Hassan Diouf, consultant en communication, professionnel de la communication pour le développement également. Donc, j'ai eu effectivement à travailler avec Practical Action dans le cadre du projet précis. Et c'est d'ailleurs ce qui a suscité mon intérêt par rapport à cette thématique, cette problématique des inondations. Moi, ma question s'oriente plutôt sur l'aspect de la communication par rapport aux SAEP.
Idrissa, tantôt, en présentant justement l'étude qui a été effectuée à Thiès, a donné des résolutions parmi lesquelles une non-spécificité des systèmes d'alerte précoce. Alors, ça veut dire tout simplement qu'il y a justement, bon, si j'ai bien compris, des failles par rapport au système d'alerte, aux messages qui sont véhiculés. Est-ce que ce sont les messages, la manière ou bien les supports utilisés qui ne sont pas spécifiques? Et si tel est le cas, pensez-vous justement qu'il faudrait se réorienter sur des supports beaucoup plus spécifiques au niveau communautaire? Il y a des supports médiatiques communautaires, il y a des supports également qui permettraient d'atteindre et spécifiquement ces cibles-là par rapport aux messages d'alerte précoce. Voilà un peu la question qui est quand même, oui, carrément orientée sur l'aspect communication par rapport à la thématique. Merci. Merci, Monsieur Diouf. Alors, je pense que j'aurais été la personne idéale. Bon, je vais essayer d'apporter une réponse peut-être qui sera complétée par Idrissa. Donc, en fait, sur les aspects de communication, ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est sur le niveau communautaire surtout, attirer l'attention sur les messages, faire des activités avec, en collaboration surtout avec des organisations comme la Croix-Rouge, etc., pour augmenter la visibilité de ce que nous faisons comme activité sur le terrain. Pour les supports, bon, nous sommes aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. On essaie de maximiser nos publications. On essaie aussi d'utiliser le plus possible les radios communautaires qui sont beaucoup plus proches de nos cibles compte tenu de nos zones d'intervention. Et voilà, mais en termes de stratégie, nous sommes en train de développer une nouvelle stratégie qui sera mise en place pour voir comment on peut beaucoup plus atteindre notre cible et atteindre surtout les communautés par rapport aux activités et essayer d'utiliser tous les supports qui peuvent atteindre nos cibles à travers tantôt comme les radios communautaires, les télés et surtout utiliser les réseaux sociaux, les téléphones qui sont toujours utilisés par tout le monde pour pouvoir véhiculer nos messages, surtout avec les systèmes d'alerte précoce. Donc voilà, si peut-être Alioune ou Idrissa, vous avez quelque chose à ajouter, surtout par rapport à l'utilisation du téléphone avec les systèmes d'alerte précoce. Oui, merci Fatima. Je pense que juste pour ajouter quelque chose par rapport au système d'alerte précoce, oui, je pense qu'Alun en avait parlé sur sa présentation. Il y a des limites constatées en termes pour véritablement rendre l'information accessible pour les communautés. C'est-à-dire qu'il y a un super travail qui est fait par l'ANACIM dans la prévention, dans la prévision. Et également, des prévisions sont faites à plusieurs moments, à 72 heures, 6 heures avant, etc. Il y a vraiment plusieurs prévisions qui sont faites. Maintenant, on pense que le format qui permet de toucher le plus de personnes, c'est vraiment par téléphone, que ce ne soit pas des messages qui sont envoyés, des SMS qui sont envoyés, mais plutôt des messages audio. Des fois, la langue peut constituer une barrière. La langue française, par exemple, peut faire en sorte que les gens ne comprennent pas clairement le contenu. Et si aujourd'hui, avant une inondation, avant une forte pluie, les gens qui sont chez eux reçoivent un appel, une note vocale disant que à tel moment, il va pleuvoir avec des indications assez précises sur les actions à mener.
ça permet véritablement de réduire les pertes qui sont liées aux inondations. Et heureusement, des solutions existent avec des organisations comme Jokalante qui ont cette technologie-là et qui peuvent aider à cela. Idrissa, vous me permettez? Oui, allez-y. Allô? Je disais, oui, on sait que généralement, le support de communication traditionnel et habituel qu'on utilise pour les systèmes d'alerte précoce, c'est les SMS, c'est les appels. Mais je disais, au-delà de ces supports de communication, d'information, est-ce qu'il ne faudrait pas, parce que justement, sur votre étude, vous êtes rendu compte qu'il y avait des failles, il y avait des limites. Est-ce qu'au-delà du téléphone, des appels, est-ce qu'il ne faudrait pas changer à d'autres supports de communication tels que les informations, les annonces sur les radios communautaires, les relais communautaires, etc., etc. Est-ce que le système, bon, je ne sais pas, typologiquement par rapport à la technologie, devrait tout simplement se limiter à des messages SMS qui n'est pas carrément, disons-le, carrément accessible. Bon, les audio, oui, en langue locale peut être très adéquat par rapport à la cible. Mais est-ce qu'au-delà de ces supports qu'on utilise habituellement et traditionnellement, est-ce qu'il ne faudrait pas changer justement à utiliser d'autres supports de communication pour ratisser plus large et atteindre la cible d'une manière beaucoup plus globale? Oui, merci Hassan. Je pense que c'est des points importants à explorer. Par exemple, comme vous l'avez dit, avec les radios communautaires, on touche une audience plus importante. Et à chaque fois, je pense que dans la conception d'un système d'alerte précoce, les médias sont des acteurs clés à intégrer dans le dispositif. Donc, oui, définitivement, je pense que travailler davantage avec les radios communautaires et les médias locaux, ça facilite vraiment la transmission de l'information. Et comme aussi vous l'avez suggéré, une approche plus communautaire, je pense qu'avec des organisations comme la Croix-Rouge, on a travaillé sur ça l'année dernière en mettant en place dans chaque quartier ce qu'on a appelé des bureaux SAP qui sont constitués des leaders locaux, au niveau des quartiers, qui reçoivent l'information, qui peuvent le partager via WhatsApp, mais il y a également ce travail de bouche à oreille qui se fait. Donc, je pense que les options les options sont nombreuses et il faudra réfléchir à quel sera le meilleur mix, si je peux dire ça comme ça, pour toucher le plus de personnes. Merci Idrissa. J'en ai aussi profité pour partager sur le chat le lien vers le portail de l'Alliance. Donc, c'est un portail où nous avons des blogs, où nous partageons des ressources comme l'étude PERC, etc. Donc, voilà, vous avez le lien vers le chat. Nous vous invitons à y faire un tour et voir un peu le contenu du portail. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre main levée. Je vois Monsieur Diouf, je pense que ça, c'est une ancienne main, peut-être Saboussar. Et peut-être on va essayer de clôturer dans les 5 prochaines minutes. On a dépassé d'un peu, mais bon, les discussions sont très intéressantes. Donc, Saboussar, vous avez la parole. Fatima, Oui. Je pense que c'est un autre Diouf, quoi, en fait. C'est un autre Diouf, d'accord. Oui, Edouard Diouf. D'accord. Oui, j'allais dire la même chose, effectivement. OK. OK, donc... Diouf peut en cacher un autre, quoi, on va dire. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, c'est un premier Diouf qui en a caché un autre. Moi, je suis le docteur Edouard Diouf. Je tiens d'abord à remercier les initiateurs de ce webinaire et aussi à féliciter les panélistes
Donc, me concernant, je dis souvent que le partage d'expérience sur des problématiques, en tout cas la problématique des inondations, dans un pays comme le nôtre n'est jamais de trop. Parce qu'on sait que ce qui devait être l'exception, malheureusement, est devenu une règle dans nos villes principalement. Alors, c'est juste plus une contribution qu'autre chose, hein. Les initiatives, tout au moins les expériences partagées, je pense que sont à valoriser, sont à vulgariser, tenant compte, comme je le dis, de la récurrence du phénomène. Mais je retiens plutôt un aspect très, très important de Alioune Ndiaye, que je salue au passage, hein, sur la dimension production de connaissances et plaidoirie. Je pense que c'est extrêmement important parce que tout simplement, l'action communautaire pour moi ne devrait pas être au devant du combat, entre guillemets. L'action communautaire ne doit pas être le premier bouclier par rapport à ces problématiques d'inondation. Il faut qu'il y ait, on va dire, une intervention planifiée en amont, et lesquelles interventions permettront, on va dire, à des villes comme Thiès d'avoir des capacités conséquentes pour faire face à la problématique des inondations. Maintenant, une fois que de façon exceptionnelle, les verrous en tout cas auront sauté, l'action communautaire pourrait maintenant venir compléter ou faire face à la situation exceptionnelle. Mais comme l'a dit une de nos, en tout cas de mes prédécesseurs, je pense qu'une dame l'a souligné, on a tendance à verser un tout petit peu dans la routine. Et cette routine, entre guillemets, a l'impression d'être entretenue par on va dire, par les bailleurs de fonds. Une fois que la main est retirée, on se rend compte que tout s'arrête. Et donc, pour moi, je pense qu'il va falloir, en tout cas, davantage appuyer au plus haut niveau pour que nous puissions avoir des villes plus que résilientes à une échelle globale. Et cela m'amène à pointer un aspect assez important, puisqu'on parle de connaissance. Quand on parle d'inondation au niveau de Thiès, me concernant en tant que géographe, je me pose la question de où se trouve Thiès. Thiès se trouve sur un plateau. Et qui dit plateau, l'interférence du substrat thiessois avec les phénomènes que nous constatons de plus en plus, les fortes pluies, ou tout au moins les pluies particulièrement intenses, ne feront qu'augmenter les flux d'eau, les flux d'eau ruisselés. Et la masse de ruisselés combinée à une situation infrastructurelle parfois inexistante ne fait que, on va dire, renforcer la problématique ou les problématiques que nous constatons en rapport avec le phénomène des inondations. Donc, pour résumer, je suggérerais vraiment, en tout cas, que nous puissions continuer à apporter ce plaidoyer pour que la planification puisse être, on va dire, respectée en amont et que l'action communautaire puisse venir compléter les situations exceptionnelles qu'on pourrait constater en de pareilles circonstances. En tout cas, mes remerciements renouvelés à tous les initiateurs et à toutes les personnes qui se sont mobilisées, en tout cas, pour rendre ce rendez-vous possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diouf. Je ne suis pas sûre de voir d'autres mains levées. Pas que d'anciennement. Donc, si... Madame, si vous me permettez, je n'ai pas complété peut-être ma présentation. Donc, je disais que je suis le docteur Edouard Diouf. Je suis expert en eau et en environnement. Nous venons de boucler il n'y a pas longtemps l'étude sur la vulnérabilité du Sénégal au changement climatique et j'étais chargé justement du volet inondation au niveau national. Merci beaucoup. C'est bien noté. Merci, M. Diouf. Je pense que nous allons nous en tenir là. Les discussions ont été vraiment très intéressantes. Nous espérons que ça vous a aussi intéressé que nous.
Et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain webinaire très bientôt pour pouvoir aller plus en profondeur sur certains aspects. Donc, je vous remercie beaucoup et nous partagerons aussi l'enregistrement à toute fin utile. Donc, je vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.